30 ans. J'ai plongé dans cette fameuse décennie avec une grande partie de mon entourage et des tonnes de questions existentielles. Et il m'a fallu une cohabitation avec des gens bien plus jeunes que moi pour que surgisse cette interrogation. C'est quoi avoir 30 ans en 2022 ? Entre remise en question, attente, perte de repères et meilleure connaissance de soi, je suis donc allée à la rencontre des gens de mon âge pour un bilan générationnel. À nos 30 ans. 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 Alors, on est dans un nouvel épisode de À nos 30 ans et aujourd'hui, je suis avec Morgane que j'ai connue il y a 48 heures, peut-être à peu près. Ça s'est résumé à un verre de blanc sur une péniche à Lyon. Ce qui est plutôt... Rosé. Rosé. C'est important. Non, enfin, moi j'étais à la limonade. Oui, c'est vrai. Et ben, du coup, je vais aller très vite sur cette intro. Je vais te laisser te présenter pour les gens. Oui. Bah voilà, je te laisse faire. Donc, bonjour. Je m'appelle Morgane. J'ai 31 ans. T'as hésité. Ouais, parce Ouais. que je vais bientôt avoir 32. Et du coup, je me suis déjà préparée mentalement à dire 32 très Ok. rapidement. Non, je comprends cet entre-deux un peu Mais bâtard. j'ai 31 ans pour l'instant. Et Non, mais c'est cette tête de meuf qui veut se convaincre. C'est 31 pour l'instant. 31. Et je suis actuellement inspectrice des finances publiques. Bah, c'est super. Et j'ai fait... il faut que je parte. Oui, tu peux partir de ta scolarité. Voilà. Donc j'ai fait toute ma scolarité collège-lycée en banlieue parisienne dans le Val d'Oise. J'ai fait un bac ES. Ensuite, aux grandes dames de mes parents, je me suis orientée à la suite d'une soirée pour le père d'une copine où on devait tenir un bar dans des études d'hôtellerie-restauration. Et pourquoi aux grandes dames de tes parents ? Parce qu'ils me voyaient plus déjà faire un bac S à la base, mais bon, ça c'était mort. Ok. Parce que j'avais 3 de moyenne en maths. Oui, ça aide pas. Et ma mère voulait absolument que je fasse Sciences Po. Ah oui, d'accord. Ce qui en soi aurait pu m'intéresser, mais j'avais vraiment la flemme de travailler à l'époque. Ok. J'aime pas trop l'école. Oui, donc effectivement, Sciences Po, peut-être pas la meilleure branche. Mm. Quoi. Je m'étais dit que si j'étais pas prise en école d'hôtellerie, j'aurais fait une fac de droit, parce qu'à la base, je voulais devenir inspectrice de police. Waouh. Ah, on est dans Pour l'inspection coûte résoudre- que coûte. résoudre des meurtres. Ok. Mais ou espion. Mais bon, du coup, trop bien. hôtellerie, suite à cette soirée où j'ai tenu un bar avec mes potes Ok. pour le concert de jazz du père de ma pote, du coup. Wow. Et donc j'ai fait un BTS hôtelier à Paris. C'était super. C'était vraiment très intéressant. Et ensuite, là, mes parents, par contre, ont eu le dernier mot. Ils n'ont pas voulu me laisser arrêter après le BTS. Donc j'ai fait une licence de management hôtelier. Ok. À Paris, toujours. C'était super aussi. J'étais en alternance chez un traiteur événementiel. C'est très intéressant. Ça devait être speed de ouf, non ? Enfin, ça devait être Ouais, intense. mais c'était... Enfin, moi, j'étais commerciale, donc du coup... Enfin, on faisait les devis, mais aussi on allait beaucoup sur les événements qu'on préparait. Donc du coup, c'était pas mal de soirées, de beaux endroits, Pas mal. la quoi. bonne bouffe. Ouais, ça va, on aime. On aime. Donc franchement, c'était plutôt cool. Et après cette licence de management hôtelier, je ne savais toujours pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. À la base, moi, je voulais plutôt travailler dans l'hôtellerie de luxe. Mais en même temps, je sais pas, il y a un truc qui me faisait sentir que ça risquait d'être compliqué au vu de mon caractère et de mes petits soucis avec l'autorité. Donc du coup, j'ai décidé de voyager. En plus, pendant ma licence, j'ai rencontré une de mes meilleures amies à l'heure actuelle qui avait envie de voyager aussi. Et du coup, on est parti avec d'autres gens en Nouvelle-Zélande pendant 1 an. Donc là-bas, j'ai appris à parler anglais parce que je ne savais pas parler anglais. Puis comme tu le racontais si bien, tu suivais un petit mec. Parce qu'au début, c'est vrai que les gens ont un peu du mal à me donner ma chance dans le milieu du travail, étant donné que je ne parlais pas anglais. Il y a quand même un mec qui l'a fait, où en fait, j'étais maître d'hôtel sur des grands événements, et on était tellement nombreux dans le staff que notre travail en soi, c'était principalement de débarrasser des tables et d'apporter des assiettes, et de débarrasser des verres et de faire des top-up. En gros, de remplir les verres de vin quand ils étaient vides.
Et moi, vu que je comprenais pas ce qu'on me disait, je choisissais une victime à chaque fois. Une victime. C'était une victime dans le sens où Bichette, je lui ou elle, je lui parlais pas de la soirée, mais juste je suivais cette personne pendant 8 heures. Et je faisais tout ce que cette personne faisait. De forceur, en fait, version hôtellerie. Version muet. Ouais. La personne a dû dire, mais elle me veut quoi, putain. Ça se trouve, Je t'as envoyé voulais des rien, gens en thérapie aujourd'hui qui disent, je sais voulais pas. juste travailler. Et ça a bien fonctionné au bout de 2 mois et tout. Je comprenais tout ce qu'on me disait, donc j'avais plus besoin de suivre des gens, ce qui était assez sympa. Mieux. Ouais. Après, les gens me parlaient, malheureusement, je n'étais pas encore apte à leur répondre, donc c'était un peu frustrant parce qu'ils me prenaient pour une débile, hein, il faut dire ce qu'il y a. C'est vrai que... Non, mais quand tu parles pas la langue, les gens, c'est très rapide que les gens te pensent bête. Ouais. Et donc c'était très frustrant, même. J'aime bien faire des blagues et tout, et je pouvais pas. Mais bon, au bout de 3 mois et demi, j'arrivais à répondre, et donc voilà. Ainsi, je suis restée 6 mois à Auckland. Ensuite, j'ai décidé de voyager un peu toute seule. J'ai vécu quelques péripéties à Bali et ensuite dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Et pourquoi toute seule ? Enfin, pourquoi quitter le groupe ? T'avais besoin d'être tranquille ou... Non, parce que en fait, tous mes potes de France, justement, il y en a 2 que j'ai rejoints à Bali. Sauf que mon avion a été annulé, donc du coup, eux, ils avaient réservé un bateau qu'ils ont pris. Et du coup, j'ai passé ma première nuit toute seule à Bali. Ok. Et ensuite, parce qu'ils étaient tous partis et que j'avais personne à ce moment-là pour partir avec moi, je voulais absolument aller voir Queenstown, qui était une ville un peu de ski dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Et en fait, je voyais pas l'intérêt de rencontrer quelqu'un sur un réseau social pour faire le voyage, alors que, partant toute seule là-bas, j'allais forcément rencontrer du monde. Au final, j'ai rencontré plein de monde là-bas, j'ai pas passé un seul instant toute seule. Ah, et c'est souvent ça quand on part tout seul. Ouais. Mais donc voilà. Bon, par contre, la Nouvelle-Zélande, ça m'a bien plu, mais c'était un peu trop calme pour moi. Okay. Je me suis fait blacklister de toutes les boîtes d'Auckland. Quoi ? Ouais. Comment ça ? Parce que j'étais trop ivre. Ils boivent pas en Nouvelle-Zélande ? Si, mais en fait, ils ont une loi là-bas qui fait que si jamais il y a quelqu'un qui fait un coma dans ton bar, c'est le bar qui a genre $10,000 d'amende. Et du coup, les vigiles, ils blaguent pas. Et en plus, c'est des gros Maoris qui font grave flipper. Et ils ont tous une petite oreillette et ils se parlent entre boîtes de nuit. Et donc, et moi, j'étais vraiment... ils communiquent entre établissements ? C'est tellement petit. Et ouais, c'était dingue, quoi. Donc là-bas, t'es blacklistée. J'étais blacklistée. Bon, maintenant, ils doivent plus me reconnaître. J'ai changé de lunettes. C'était mes lunettes. Il y a la meuf aux lunettes rouges qui arrive. Elle boit énormément. Et il y avait juste un bar où j'étais acceptée. C'était un bar guest et ça s'appelait le Family Bar. Enfin, c'était une boîte de nuit avec des shows de drag queen et tout. Et c'était les derniers à m'accepter telle que je suis. C'est-à-dire ivre. Ivre. Mmh. Et avec des lunettes. Et rouge. écoute, c'est un bon principe de vie, quoi. Ouais. Non, mais c'était sympa, mais c'est vrai que j'étais trop jeune, en fait, je pense, pour partir là-bas, parce que c'était vraiment trop beau et j'ai pas... T'as pas Donc, kiffé, du coup, ouais. Je me suis quand même fait un peu chier. Alors qu'au final, quand je repense à tout ce que j'ai vécu là-bas, je me suis pas du tout fait chier, mais j'avais l'impression de me faire chier. Okay. Et là-bas, j'avais rencontré un Italien qui m'avait dit, écoute, si tu te fais chier en Nouvelle-Zélande et que tu veux continuer à voyager, pars travailler à Disney. Ils recrutent de plein de pays d'Europe et d'autres endroits. Et la France, ils recrutent. Pars à Disney, c'est sûr que là-bas, tu te feras pas chier. Donc, du coup, j'ai postulé pour Disney et je suis partie donc, en Floride, à Disney World, à Orlando, pendant 1 an et demi. Et effectivement, là-bas, je me suis pas du tout ennuyée. Je suis beaucoup sortie, j'ai rencontré plein de monde. On habitait tous dans des résidences Disney. Je vivais le magical dream Disney. Et c'était vraiment super. Et ensuite, là-bas, j'ai rencontré un mec, un Français. On est rentré en France, on a passé 3 mois en France. Et ensuite, on est direct parti en Australie. Ok. Où là, pareil, on a fait 2-3 woofings, dont un dans la famille de Simon Baker, le mec de... Ah, de Mentaliste ? Ouais. Incroyable. J'avais oublié ce mec, là, ça vient de pop-up dans ma tête. Ok. Et alors, sa famille est sympa ? Ils étaient charmants. Ok. Pétés de thunes. Une très belle maison. Okay. Ils s'étaient fait creuser un petit lac au milieu du parc. Ok. Et du coup, nous, on devait ramasser les mauvaises herbes au milieu du... parce qu'il y avait une île au milieu du lac. Et c'est ça que tu devais désherber, l'île au milieu du lac ? Ouais.
Tu y allais en bateau? En barque? Ouais. Ouais. Improbable ce boulot. Ouais. Putain, moi je me dis là, tous mes boulots ils étaient éclatés. Je travaillais chez McDo, il y a une meuf, elle désherbait un îlot au milieu d'un lac en Australie. Ok. Et ensuite, on est parti à Melbourne et là, on a trouvé du boulot. Donc, moi, j'ai travaillé à la base dans une très haute tour. Bah, c'était la plus haute tour d'Australie. Ça s'appelait le 89 floor, je sais pas quoi. Ok. Et donc, il y avait un bar au dernier étage de ce truc. C'était ouf, c'était trop beau. Il y avait une trop belle vue. Mais ça suffisait pas, il me donnait pas assez de shift. Et du coup, j'ai postulé pour un autre resto japonais cette fois-ci, Ouais. où le manager était français. Et là, pareil, j'ai vécu ma meilleure vie parce que... bon, lui, il était clairement alcoolique, mais bon, du coup, il était super sympa. Et en fait, tous les soirs, on mettait des murs, il faut dire ça. Mais c'est vrai qu'on buvait du saké à mort. J'adore le saké. J'ai découvert le saké. Je me suis découvert une passion pour le saké, genre délicieux. Et du coup, lui, c'était même pas... Il était juste manager et en plus, il m'a fait évoluer assez rapidement. Donc, je suis devenue responsable de... J'étais un peu son bras droit. Ok. Et Mais là, t'étais jeune, là, c'est-à-dire que t'avais une vingtaine d'années. J'avais 26 ans. Ouais, effectivement, ok. On vidait le bar tous les soirs. Je ne sais pas comment ce resto oui. a fait pour Ah oui, tenir. d'accord. Non, vraiment, vous le vidiez au sens, vous buviez ce qu'il y avait dedans. Ouais. Ah oui, je crois que tu le vidais juste, t'enlevais les bouteilles. Non, quoi. non, on vidait les bouteilles. Mais qui est ce patron, putain? Et il était génial. Et comment il justifiait... Ça devait être compliqué. Ouais. Je sais pas. Beaucoup de bouteilles cassées, quoi, selon lui. Sûrement, on Ouais. était très mauvais. Ouais, je pense. Mais ça, c'était top. En plus, on mangeait super bien, c'était vraiment trop bien. Et ensuite, on a voyagé, donc toujours avec mon mec de l'époque, pendant 3 mois. Non, pendant 5 mois. On a fait 2 mois en voiture à travers l'Australie. Et ensuite, on a fait 3 mois en Asie. On a fait Bali, Thaïlande, Laos, Cambodge et Vietnam. Ok, incroyable. Et Japon. Ok. Ah, waouh. Et c'était top. Et ensuite, on est rentré en France. Et au bout de 2 jours, je me suis rendu compte que le mec allait parler à des putes sur Internet. Au sens propre, des Ouais, femmes qui se Il prostituaient? parlait à des D'accord. prostituées. Ouais, pardon. Non, non, mais des fois, je sais qu'il y a des gens qui sont insultants. Mais d'accord, donc Non, il a non. des vraies prostituées Oui. en ligne? Ok. Oui. Il allait sur des sites de prostitution. Et il le faisait pas quand vous étiez en voyage? Si, il l'avait fait une fois, je l'avais cramé. Je lui avais dit, tu refais ça... Enfin, pas deux. Une fois, pas Ok. deux. Bah ouais, je voulais pas larguer à l'époque parce que du coup, j'allais me retrouver toute seule en Australie. Et ça me faisait chier. On est Une prendre un appart non-rupture à 2 d'intérêt. et je me suis dit, oh purée. Et en plus, c'est vrai que sans lui, je pense pas que j'aurais fait tout ce voyage en Asie et tout. Donc c'est vrai que j'étais restée un peu par intérêt. Mais du coup, ouais, 3 jours plus tard, ce bolos, il avait laissé son email connecté à mon téléphone. Donc j'ai même pas fouillé, c'est juste j'ai Oui, ça reçu c'est... l'email en Ok. fait. Yes. De Alors, la juste- dame qui lui répondait. Je voulais juste savoir de façon très triviale, très terre-à-terre, comment ça se passait financièrement pour voyager autant? Parce qu'il faut quand même économiser un peu. J'imagine par exemple des pays comme le Japon. Bah, j'avais bossé. Alors, Ok. le truc, c'est qu'en Australie, en fait, une fois que si jamais tu te mets à avoir le visa, Travail, là. le vrai visa à la fin qui te permet de t'installer, ils te recrutent un peu en 40 heures comme en France. D'accord. Mais quand t'as pas ce visa-là, en fait, ils te font travailler qu'en CDD à l'heure. Et donc, moi, je faisais des horaires de malade. Genre, je faisais des D'accord, semaines ok. de 60 heures par semaine. Ah, ok. Et en plus, j'étais payée entre 35 et 45 dollars de l'heure. Donc, j'ai économisé 15 000 dollars en 6 mois. Ah, bordel. Ah, ouais. D'accord, donc c'était pour savoir. Je ne savais jamais comment les gens qui voyageaient autant Et faisaient. aux États-Unis, c'est pareil, on est payé au pourboire. Et à la fin de mon contrat, enfin les 6 derniers mois, j'étais chef de bar. Et pareil, je gagnais 200-300 euros par soir. Donc, Ouais, ça va très je vite. suis rentrée avec 6 000 euros. Ouais, en tranquille, France. ouais. Et en Australie, 15 000. Donc, dans mon voyage en Australie, en Asie, en plus, mon mec de l'époque était très radin. Donc, Puis t'as des pays où ça coûte moins cher. ça coûte beaucoup moins cher, c'est sûr. Parce que le Japon, je sais que c'est assez. Le Peu. Japon, c'est cher, mais même là-bas, on a réussi à peu près quand même à Ouais, s'en sortir. Ok. J'ai dépensé 5 000 euros en 3 mois. Ouais, donc c'est que dalle, quoi. Mm. Donc tu rentres et ton mec discute avec des femmes qui Donc, ne je sont le pas quitte. toi, qui ne sont pas toi en tout cas. Je le quitte Bonne idée. par message, après 2 ans de relation.
Oui, bon, après, il y avait un contexte un peu particulier. Ouais, et j'en ai eu... Enfin, vraiment, ça a été très simple comme rupture. J'en ai vécu des beaucoup plus dures pour des relations de 2 mois. Il l'a bien accepté, tu veux dire? Enfin, il l'a... Non, c'est Bah, juste que il a t'es- dit... Enfin, non, il avait continué un peu à m'envoyer des messages, mais moi, j'en ai très vite eu rien à foutre. Oui, voilà, il y a eu un détachement émotionnel très vite. Et bon, je pense qu'il l'a très vite compris, Ok. et que c'était mort, et c'est vrai que je ne sais même pas ce qui est devenu cette personne, quoi, c'est dingue. Bref, et du coup, je me suis retrouvée en France, donc c'était Noël, et j'avais pas envie de rester sur Paris, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie, et j'avais une copine à ce moment-là qui était elle faisait 1 an d'études à Lyon, et du coup j'ai pris une valise et je lui ai dit bah viens, je viens te rejoindre une semaine, parce qu'elle devait rentrer à Paris pour un stage la semaine d'après. Ok. Et du coup, je suis venue avec une valise. Et en même temps que j'étais à Lyon, j'ai quand même postulé pour 2-3 jobs. Et j'ai eu un entretien au Mama Shelter, là où j'ai rencontré Nono. Et j'ai été prise. Et du coup, je suis jamais repartie de Lyon. Donc, t'es devenue lyonnaise d'adoption, quoi. Ouais, enfin, je suis lyonnaise puisque mes parents sont lyonnais. Ok, Mais... d'accord. Je sens... Voilà. C'est comme les Bretons. Croix-Rousse. Alors, je suis breton. Ok. Croix-Rousse, c'est pas nul. Croix-Rousse, c'est pas juste un boulevard et une place Non. du marché. Ok. Et du coup, j'ai fait coloc chez ma pote. Au Mama, c'était top. J'ai rencontré un bon groupe de potes, dont Nolwenn, qui du coup est la personne grâce à qui nous nous rencontrons Exactement. aujourd'hui. Et c'était top. Et entre-temps, j'avais... En fait, quand je suis partie à Lyon, c'est assez dingue parce que j'avais une de mes meilleures potes sur Paris qui avait son cousin qui habitait sur Lyon. Et en fait, son cousin, il y a genre 10 ans, ils étaient ensemble en Corse et il avait regardé des photos de ma pote sur son téléphone. Il avait vu une photo de moi, il avait dit elle est grave belle et tout. Oh là Et là. du coup, elle m'avait, quand elle était rentrée de vacances, elle m'avait montré des photos de son cousin en me disant mon cousin il dit que t'étais trop belle. Et du coup, j'avais regardé les photos de son cousin, je me suis dit bah oui, pas mal non plus. Waouh. Mais, et du coup, quand j'ai dit à ma pote que je partais une semaine sur Lyon, elle a fait vas-y, mon cousin habite sur Lyon, va donc rencontrer mon cousin. Et du coup, on s'est écrit très rapidement. Et au final, on n'a pas du tout réussi à se rencontrer avant avril, où on est allé à un festival tous les deux. Enfin, moi, j'ai débarqué chez lui toute seule, alors que lui, il allait au festoche avec ses potes. Et du coup, j'y suis allée avec eux. Et on s'est pécho. Et du coup, c'est toujours mon mec. C'est ton actuel. amoureux actuel. Et oui. C'est drôle. Et donc, voilà. Donc, on s'est rencontrés en avril, donc au final, assez rapidement. En juillet, ma pote quittait Lyon, puisqu'elle avait fini son école et qu'elle avait trouvé un taf en Bretagne. On y revient toujours. Ouais. T'as la Bretagne, on y revient toujours. Et du coup, moi, j'ai commencé à chercher des appartes. Personne n'a voulu de moi. J'ai trouvé ça Alors que t'avais ton... incroyablement grossier. Alors que t'avais ton contrat au Mama Shelter. J'étais en toi CDI, j'avais mes 2 parents fonctionnaires qui se portaient caution. En fait, moi, je cherchais un petit appart, Oui, genre tout simple, un 20 ouais. mètres carrés à Ouais. 400 balles, parce que j'avais pas envie de payer des 1000 et des 100. Et les gens disaient, bah non, vous n'êtes pas étudiante. En gros, ils avaient peur que je reste 10 ans dans leur 20 mètres carrés tout pourri, alors que moi, c'était juste pour dépanner 1 an, quoi. Ouais, ok. Et du coup, je n'ai pas trouvé d'appartement. Donc, Antoine m'a proposé de venir habiter chez lui le temps que je trouve un appartement. Et t'es Et donc, jamais j'ai reparti. débarqué chez lui en juillet et c'est chez moi maintenant. Ah, ça n'a jamais posé de problème. Il n'y a pas eu de discussion après, non? Vous vous êtes dit c'est bien tous les deux, quoi. Bah non, ça s'est super bien passé dès le début. On s'était dit, moi de toute façon, vu qu'à la base, à l'époque, j'étais un peu en mode je m'en tape, je m'étais dit au pire, si ça se passe mal, Oui, voilà, je bouge quitte ailleurs. le boulot du mama et je retourne chez ma mère. Ouais, voilà. Petit tremplin. Mais du coup, ça s'est très bien passé. Et ça fait 4 ans? Parce que tu Ouais. l'as dit l'autre jour, ça faisait 4 ans hier C'est ou ça. avant-hier, c'est ça? Ah, donc, Ça fait 4 ans hier. excellente coloc. Et du coup, ça s'est très bien passé. Bon, le mama, lui, c'est très mal fini. Ensuite, j'ai postulé dans un autre taf de restauration, dans un bar bio en centre-ville de Lyon, qui s'est très très mal passé aussi parce que le chef était juste un immense barjot qui menaçait de se suicider dès qu'on lui disait que nos conditions de travail étaient mauvaises. Et du coup, là, il y a eu le confinement. Et du coup, là, j'ai décidé de passer les concours de la fonction publique parce que ma mère est fonctionnaire. Et parce que à chaque fois que je rentrais en France, souvent je refaisais des petits contrats d'1 ou 2 mois aux Ouais. impôts. Ok. Et que ça se passait toujours super bien et que je me suis dit, bah pourquoi pas, en soi, moi j'ai juste envie d'avoir des horaires décents et un salaire chill. décent. Voilà, ouais. Que j'ai une licence d'hôtellerie, donc je vais difficilement trouver un job ailleurs. À la base, je voulais retourner dans l'événementiel, mais à Lyon, c'était mort. Il n'y a qu'à Paris Où ça c'est marche, possible ouais. de trouver. Ok. Donc du coup, j'ai passé les concours et donc voilà. Me voilà inspectrice. Et t'en as passé beaucoup? J'en ai passé 2. J'ai passé au début, la première année, j'ai passé inspecteur, contrôleur et agent. Ok. J'ai eu que contrôleur, enfin c'était mieux au Mmh. final avant inspecteur.
Et donc j'ai fait la scolarité de contrôleur l'année dernière. Et entre-temps, en même temps, j'ai repassé le concours d'inspecteur que j'ai eu. Et du coup, là, j'ai réenchaîné avec la scolarité d'inspecteur. Et là, je finis enfin dans 2 semaines mes scolarités. Je vais pouvoir bosser. Et tu ne seras plus à Clermont-Ferrand, qui vais est problématique. oui, parce que du coup, pour ma scolarité Je d'inspecteur... pense que ça faisait je suis à 1 heure que Clermont. je te connaissais, t'étais en train de dire « Ah putain, j'ai pas envie d'y aller. » Non, là, je sais que j'y retourne lundi, j'ai pas envie. Oui, mais c'est bientôt la fin. Et je suis mutée dans l'Eure, par contre, ça va être aussi... Moi, je l'ai vu, ton petit village, il a l'air joli. Ouais. On n'est pas sur une grande conviction, ok. On verra. Bon, après, c'est pas pour la vie. Non, et puis en plus, c'est un job cool là qu'on m'a affecté. Je vais être en brigade de contrôle et recherche. C'est un peu les espions de la DGFIP qui vont... Donc au final, je reviens à... En tout fait, ce tu que reviens je à voulais faire depuis le l'espionnage, début. en fait. Tout était qu'une boucle. C'est les gens qui Ok. vont- Donc, ça fait un parcours hyper dense. J'en reviens pas. T'as quoi, 1 an de moins que moi? Ouais, c'est ça, on a 1 an d'écart. Mm. Et du coup, la question que je posais un peu à tout le monde, est-ce que tu arrives à te remémorer comment tu étais à peu près à 20 ans? Donc, tu devais être en école ou en BTS hôtellerie. Ouais, j'étais en BTS. Est-ce que tu vois à peu près la personne que tu étais à cette époque? Comparé à maintenant, comment il a changé ton rapport à toi? Moi, j'ai un peu tout dans les discours autour de moi. J'ai des gens qui font des thérapies, j'ai des gens qui se sont fait très mal au corps, donc qui sont un peu plus attentifs, voilà. Comment il change ton rapport à, vraiment là pour le coup, à toi-même entre tes 20 ans et maintenant? Enfin, on va dire tes 22, si on veut faire 10 ans pile poil, tes 22, 32. Qu'est-ce que ça t'a apporté? De toute façon, le fait de voyager, les histoires d'amour, les expériences pro, et ça donne quoi ton rapport? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'acceptes même plus par rapport à qu'on te fasse subir, ou des choses ou des limites que tu as posées différemment d'il y a 10 ans? Bah, je sais pas, parce que j'ai toujours été un peu, enfin très, comme je disais, j'ai un rapport à l'autorité qui est un peu compliqué, et très insolente et très insouciante en fait. Genre vraiment, je faisais mes dingueries sur dingueries quand j'avais 20 ans. Et j'ai pas l'impression d'avoir tant changé que ça, mis à part que maintenant j'ai quand même un peu plus peur de ce qui pourrait m'arriver, alors qu'à l'époque, vraiment, genre, je rentrais de soirée en boîte à 5h du mat, j'avais la flemme de prendre du métro, je faisais du stop, quoi, toute seule. Ok. Ça Ouais, s'est toujours très bien terminé. Oui. Et, Sinon, tu serais juste pas là du tout pour oui. un moment, ouais. Mais ouais, je me dis, je faisais vraiment des trucs. J'étais une grosse dingo. Mais non, ouais, Plus de peur en vieillissant, un petit peu plus ou plus de ouais, conscience? maintenant, j'aurais plus peur maintenant quand je rentre dans la rue le soir toute seule et tout, alors qu'à l'époque, vraiment, j'avais zéro peur. Genre, je pensais que j'étais invincible. Et puis, enfin, je sais pas, par contre, j'ai toujours été... j'ai jamais... Enfin, en tout cas, mon comportement vis-à-vis des autres et tout, j'ai toujours été considérée comme une grande gueule un peu chiante, féministe, et ça, j'ai l'impression de l'avoir toujours été, en fait. J'ai pas évolué dessus. Après, ça, c'est pas un gros défaut féministe, c'est plutôt Non, chouette. non, mais justement, c'est pas un défaut, mais c'est juste que ça, c'est un truc que je suis assez fière, parce que même au collège, où genre, j'étais super maigre et tout, je me prenais plein de harcèlement parce que j'étais maigre. Oui, mais t'aurais été grosse, de toute façon, Oui, ça aurait voilà. été autre chose. Et ça m'a jamais traumatisée, quoi. Genre, je me souviens, je faisais les pires trucs à la passe qui passaient pour des trucs de bolos. Genre, j'étais inscrite au club lecture, je faisais le club paillettes aussi à l'école. C'est quoi le club paillettes? On faisait des paillettes sur tissu. Attends, c'est incroyable. C'était de la couture, en gros, quoi. Bah ouais, mais c'est hyper bien. Et on avait monté notre propre club de théâtre avec nos potes, où on faisait des représentations dans le jardin d'une de nos potes et tout. Attends, c'est hyper bien. Bah ouais, mais sauf qu'à l'époque, les gens... Oui, tu passais pour une merde. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça m'a jamais traumatisée, genre... T'en avais déjà rien à foutre de ce oui. truc-là? Non, mais pour quelqu'un de jeune, c'est Je sais rare. pas, je me disais... Ou alors c'était intégré, tu disais je suis une bolosse, donc quitte à être une bolosse, autant faire ce que je veux. Je sais pas. T'as pas de souvenir? Je m'en tapais. Ouais, tu t'en foutais. Et est-ce que dans ton rapport aux autres, ça a changé en vieillissant? Est-ce que t'as l'impression qu'il y a des gens qui ont, je sais pas, abusé de tes limites, ou que tu les posais moins facilement plus jeune? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ton rapport à l'autre, justement? Bah non. T'as toujours su dire non, par exemple? C'est vrai? Ouais. Ah, mais attends, c'est trop bien. Ah oui, non, mais moi j'étais d'une insolence rare, mais Quitte à pas être aimée par les autres, ça te posait pas oui. problème? Et du coup, mes limites, elles sont très vite posées. Et après, moi, j'ai pas trop de limites, genre sur l'humour ou sur... j'accepte, mais genre... j'ai pas peur de dire à quelqu'un quand il dit de la merde ou... Ouais.
Est-ce que tu as changé ton discours? Est-ce que tu penses que tu étais plus brute dans ton discours plus Oui, jeune et que tu par mets un peu contre, plus les oui. formes en vieillissant pour J'arrive un peu mieux faire à plus mettre les attention? formes. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des âges où bon, alors l'adolescence c'est pire. Des fois j'entends des ados qui communiquent entre eux. Je trouve que c'est dur, quoi. L'adolescence, ils ont une façon de se parler. Il faut pas être susceptible, quoi. Et j'ai l'impression peut-être qu'en vieillissant, on fait peut-être un peu plus attention, au moins avec nos proches, de pas trop blesser. Oui, non, mais c'est sûr que j'ai un discours un peu plus mesuré, bien que... Mais j'essaye de... Parce que je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas, même avec mon mec, par exemple. Avoue, à l'heure actuelle, quand même, avoir eu beaucoup de révélations, notamment sur les questions de l'homosexualité, du transgenre, féminisme et tout. Où au début, en fait, je vrillais direct dès qu'il disait un truc que je trouvais faux. Ouais. Et on s'engueulait à mort. Parce que tu as l'impression que son propos était absurde et du coup, ça te Oui. faisait péter les plombs. Et du coup, là-dessus, lui a déjà bien mesuré son discours. Ok. Mais moi aussi, je me suis rendu compte qu'au final, ça servait à rien de s'énerver. Après, honnêtement, il y a des thématiques sur l'ultra-racisme où ça peut être justifié, mais des fois, oui, il y a des gens qui disent des trucs Oui, mais plus par face à quelqu'un méconnaissance. que t'aimes, et tu sais voilà, que dans le fond, il n'a pas mauvais fond. C'est ça. Sert à rien, Puis en c'est fait. de la vraie méconnaissance, tu vois. C'est ça. Il y a des gens, ils alimentent juste leur haine par des propos un peu nuls, mais... Et donc là, même avec des gens que je connais pas forcément, bon alors, faut faire attention à ce qu'ils disent quand même, mais quand c'est parfois juste maladroit, j'essaye de ne plus partir dans les tours. Mais non, mais c'est bien, parce que moi, je m'énerve, donc... ça dépend, mais globalement, si j'ai un coup dans le nez, c'est pire. Où les gens sont là, les bougnoules dehors, je suis là, alors non, c'est nul. Ok. Ouais, oui, donc il y a plus de mesures, le fond reste le même, ta pensée reste la même. Ouais. Et tu te sentais, par exemple, tu parlais du féminisme, tu te sentais aussi féministe à 20 ans? Parce que moi, j'ai l'impression que le mouvement, il est plus fort Mais je aujourd'hui. me sentais pas féministe parce que ça existe. Enfin, Oui, ça on n'en existait parlait pas, mais pas on n'en du parlait tout, pas hein. du tout. Mais en tout cas, j'ai toujours... je me suis jamais sentie inférieure parce que femme. Je me suis jamais sentie contrainte à avoir certains comportements parce que je suis une femme. T'as pas senti que t'avais normalisé, par exemple, des formes d'agression comme on peut avoir... Moi, je sais que je réagis beaucoup plus vivement aujourd'hui. Mais j'ai toujours réagi, sifflement. en fait, parce Ok. que justement... souvent, je me souviens la réaction première de mes potes quand on était au lycée, genre qu'il y a des mecs, quand on allait en soirée, qu'on était genre 2-3 dans la rue et qui commençaient à nous suivre, à nous parler. Elles étaient un peu tétanisées, à se taire, et moi, je leur disais, non, mais parlons de lui. Il va rien nous faire, en fait. Ouais. Et du coup, souvent, j'étais la meuf qui allait parler normal aux mecs en disant, mais en fait, on n'est pas du tout intéressés. Genre, Ça ne sert à rien, ce que tu fais. tu peux continuer à nous suivre si tu veux, mais ça ne mènera à rien. Et souvent, les mecs, du coup, se cassaient en mode, bon, d'accord, salut, bonne soirée. Et ça évoquait aucune peur ou aucun énervement chez toi, ce genre de comportement? Non, par contre, ça m'énervait pas, alors que maintenant, ça m'énerve. Et le pire, c'est quand j'ai été en BTS hôtellerie-restauration, j'étais obligée de m'habiller en tailleur et que je faisais tous les allers-retours, tous les jours, Val d'Oise, Paris, donc je prenais le train et le métro, et qu'il n'y avait pas un jour où il n'y avait pas un mec qui venait me parler dans le métro. Mais en fait, ça me faisait rire à l'époque, Mais de toute façon, c'est aussi des façons de se défendre. Moi, je sais mais je me faisais qu'adolescente, grave de on leur faisait gueule, ça. mais Ouais. je me souviens d'une fois d'un mec qui me suivait, genre je descendais à Gare du Nord, du coup, pour prendre le Transilien après. Et il y a un mec qui était sorti du métro en même temps que moi et qui commençait à me suivre, à me donner sa carte, à me dire « Prends ma carte, je t'emmènerai au Bouddha Bar, je t'apprendrai le secret de la vie éternelle. » Il voulait me ken, en gros, quoi. Et, C'est une drôle de façon de dire qu'on a envie de coucher et moi, avec du coup, je quelqu'un. continue à marcher en mode « Ouais, t'inquiète, je prends ta carte, pas de soucis. » Et le mec fait « Non, mais attends, arrête de marcher parce qu'en fait, moi, je suis descendue du métro pour toi, donc là, faut que je retourne prendre le prochain. » Mais quoi? Et j'étais là, mais j'en ai rien à foutre en fait, gros. Si tu veux continuer à parler, soit tu marches avec moi, mais sinon la conversation s'arrête ici, bonne soirée. Ah, waouh! Et aussi une fois où par contre là c'était un peu plus violent, toujours à Gare du Nord, où genre j'avais mis un short avec un collant noir, alors certes transparent, avec par-dessus un collant résille, et il y a un mec random qui passe à côté de moi et qui me dit « Ah, collant de pute !» Ah, Et là yes. j'ai brillé, genre je me suis mise à hurler toute seule, et c'est ça qui m'énervait tout le temps dans ces situations, c'est que tous les gens se retournent vers toi en mode « Oh, elle crie !» Ouais. Genre, Bah, une fille qui mais crie, ta ouais, c'est gueule, chiant. connard et tout. Et donc là, j'avais gueulé, ouais. Mais ouais, non, je me suis jamais, en tout cas, laissé impressionner ou laissé imaginer que j'aurais moins de chance qu'un mec. Et justement, aujourd'hui, est-ce que tu analyses mieux ta façon de fonctionner psychologiquement? Est-ce que tu vois plus on en a tous plus ou moins des mécanismes de défense, d'évitement ou des fonctionnements qui sont dus à plein de choses de l'enfance. Est-ce que tu te vois mieux faire là, aujourd'hui? Ou pas forcément? Bah, non, en vrai, j'aurais vraiment pas de... Enfin... Oui, non, ton fonctionnement est plutôt Ouais, similaire.
Et ton rapport à ton corps, tu disais que plus jeune, quand tu étais maigre, de toute façon, tu n'es pas très épaisse maintenant, mais est-ce que, non, mais est-ce que J'ai ça, quand même pris 15 kilos. Ah oui, Non, j'en ai perdu 5. ça t'avait valu des moqueries. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce rapport au corps, il a changé en vieillissant? Est-ce que... Oui, bah là, c'est sûr, par contre, que je m'accepte beaucoup plus. Moi, en même temps, je pense que quand t'es collégien, à la crise d'adolescence, personne n'accepte vraiment son corps, puisque ça change quand même pas Non, mal. clairement pas. Ouais. Mais j'étais extrêmement complexée par ma maigreur qui n'était pas du tout voulue, ni due à de l'anorexie ou quoi, c'est juste que c'était comme ça. J'étais maigre, j'ai toujours été maigre depuis que j'ai 3 ans. Et bon, je m'acceptais pas, mais ça m'empêchait pas quand même de m'habiller comme je voulais. Et Oui, c'était toujours pas un blocage. Non. Je ressens dans ton fonctionnement, j'ai l'impression que le regard des autres, c'était un peu, écoutez, racontez ce que vous voulez, et après, moi, je trace ma vie. Mais par contre, moi, je me trouvais très moche. Ok. Oui, bah après, je pense que ça, c'est dû à la jeunesse. Mais tout ça. j'en avais, rien à faire de... Enfin, de toute façon, je n'avais pas envie de me forcer à bouffer, j'avais pas... Puis ça aurait peut-être pas changé grand-chose. Non. Si c'est ce que enfin, si c'était fait comme ça, c'est peu probable que ça bouge. Et donc, les réflexions, j'en ai eu beaucoup. J'ai même eu un médecin qui m'a menacé de m'envoyer en hôpital psychiatrique si je ne reprenais pas 2 kilos Waouh. dans Ah la oui, non. suite, alors que... Enfin, j'avais pas Oui, de... c'était pas dû à un trouble alimentaire, Non. c'était ce que t'étais, oui. Et bref, c'est vrai que parfois je me suis même interrogée, mais est-ce que peut-être en fait je suis anorexique, mais je ne le sais pas. Oui, t'avais pas l'impression de te priver en termes de bouffe. Non, après j'avais pas spécialement faim, mais bon, Oui. Oui, non, mais je t'étais- sais pas si je pense pas à l'heure actuelle, vu comment j'ai grossi d'un coup et que ça m'a pas trop. Parce que là, t'as l'impression que t'as d'un coup. grossi d'un coup. J'ai pris 15 kilos Mais quand? pendant le confinement. Ah oui. Genre je faisais 48 kilos jusqu'à genre mars 2020. Ok. Et je suis passée à 60. Qui est dû à un changement d'alimentation. Bah déjà le fait que je passais plus ma journée debout à travailler comme un chien et que Ouais. Oui, je mangeais normalement, je faisais 3 repas par jour et tout. Et du coup, bon, ouais, ça Et c'est c'est vrai que rééquilibré. ça, je pense que j'ai toujours eu des métiers un peu stressants et tout. C'est vrai que la restauration, c'est quand même... Bah, tout ce qui est hôtellerie, ouais. Et mais bon, cela dit, avant j'étais maigre même avant ça. Enfin, je sais pas pourquoi j'étais maigre. Et tu mangeais correctement avant, justement? Est-ce que ça t'a intéressé les thématiques? Je sais pas si ça t'a déjà intéressé les thématiques de l'alimentation. Moi, j'ai l'impression que plus jeune, je m'alimentais un peu selon les fêtes que j'avais faites. Je et mangeais tout. pas des masses. Oui, mais par exemple, il y a des trucs, on en parlait avec Après, Malone par avant, contre, si je mange trop de pâtes ou trop de pizza, comme j'ai fait la semaine dernière, je me sens un peu crade. Moi, par exemple, j'ai Ouais. envie de, je sais pas, de bouffer du concombre, de la tomate ou je sais pas, de la soupe. Mais ça, j'ai pas souvenir qu'il y a 10 ans, ça me posait... C'est même pas une histoire de poids, c'est une histoire de ressenti, tu vois. Oui, si. Après, D'équilibrer un peu l'alimentation. c'est sûr que je mangeais extrêmement mal. Encore pire en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, parce que de toute façon, aux États-Unis, c'est impossible de bien manger. Ou alors pour très cher. Mais même, Ouais. à part connaître ton voisin qui ne met pas de pesticides dans son... Ça n'existe pas, les légumes bio là-bas. Et j'avais vu ça un peu vers San Francisco, tout ça, parce qu'il y a des grandes communautés, enfin des anciennes communautés Oui, hippies, où ils sont, là-bas, mais en ou Floride. LA, ou des trucs comme ça. Mais Floride, ouais, c'est de l'autre côté, donc laisse En tomber. Floride, c'est mort. Et donc, je mangeais extrêmement mal, mais ça avait commencé à me perturber parce que je me disais, là, vraiment, en fait, j'avais vraiment très peu mangé aux États-Unis parce qu'en fait, c'était immonde. Genre, c'était vraiment pas bon. Genre, Et c'est vraiment l'empire de la malbouffe, comme on l'imagine. ouais, oui. Pour Non, pas mais cher. littéralement, nous, le truc, c'est que par exemple, on n'avait pas de cantine au pavillon français. Du coup, si on voulait manger alors qu'on n'avait que 45 minutes de pause, il fallait prendre un bus qui te faisait tout le tour du parc pour aller au pavillon mexicain, où c'est là-bas où il y avait une cantine. Ok. Et pavillon mexicain qui servait que des quesadillas ou des... Enfin bref, que des trucs à base de cheddar Et de viande et de haricots. viande. Et sinon, nous, la seule chose qu'on avait au pavillon français, c'était un espèce de distributeur où tu avais genre des burgers surgelés que tu pouvais foutre au micro-ondes. Parce qu'en Espagne, j'ai même connu moi des distributeurs où tu commandais ton burger et la machine le chauffait et il te le Non, donnait. ouais. Enfin, là, c'était vraiment les petits trucs dégueux. Ou sinon, ce qu'ils adorent là-bas, c'est ils appellent ça des lunchbox, ça me fait trop rire. C'est genre des trucs dans du plastique avec ta 6 tranches de jambon, mais c'est genre des tranches de jambon en forme de cercle avec 6 tranches de fromage et t'as 6 genre blinis de pain. Et du coup, tu fais des petits sandwichs comme ça. Mais ça ne nourrit pas énormément non plus. Non, bah Il n'y a aucune fibre là-dedans. Alors ma chance était qu'après je suis devenue du coup la responsable du bar et c'était le bar du restaurant, il s'appelait Monsieur Paul par rapport à Paul Bocuse et du coup c'était le resto gastro. Ah, incroyable. Et le manager m'avait pris il m'adorait. En amour. Et du coup les gens on avait interdiction normalement en tant que personnel de bouffer
genre les plats du resto, la bouffe qui restait. D'accord, ok. Et moi, en fait, lui, il se faisait faire des assiettes à la cuisine et il me les rapportait parce qu'il me trouvait trop maigre aussi. Vous aviez interdiction, mais elle devenait quoi cette bouffe? Ah ben, on l'achetait. Donc il préférait l'acheter puis que vous la bouffiez? Ouais. Waouh, ok, super nice. Des règles très strictes. Mais non, mais Mais là, absurde. c'était même pas le pavillon français, c'était Disney qui voulait ça, quoi. Alors peut-être pour éviter l'indigestion. Genre, par exemple, on n'avait comme pas ça, le droit de mais- ramener nos propres gourdes d'eau et tout, et on avait des fontaines avec des cups, c'était genre des petits triangles en papier à utilisation unique. Donc en fait, si t'avais très soif, fallait prendre plein de petits papiers et tu remplissais pas. Non, mais attends, ils vont pas te voir si tu le remplis plusieurs fois. Ben non, Non, mais le truc, ça marchait pas, ça se c'était du papier. Donc Des cups en papier pour boire? oui. Et ils pouvaient pas vous laisser des verres solides en plastique Bah non, solide? c'était pas hygiénique. Donc au nom de l'hygiène, on jette tout, quoi. Oui. Non mais c'était des grands... Ça me ferait chier. En vrai, des thématiques écologiques comme ça me ferait pleurer. Et moi, du coup, à l'époque, j'avais déjà un peu... Enfin, c'est vrai que ma mère, elle commençait déjà à s'y intéresser un peu, et moi, un peu moins. Mais là, le fait d'être aux États-Unis, c'est sûr que ça Tu m'a te rends compte de décuplé l'ampleur mon du truc. Ou genre la première nuit où je suis arrivée aux États-Unis, on dormait dans un hôtel, et on est allé au petit-déj, et le petit-déj était servi dans des assiettes en polystyrène. Oh là. Je savais même pas que ça existait. Je savais plus Pour que- moi, les je savais seuls plus trucs que en ça- polystyrène, c'est les trucs des kebabs, là, Ouais, les boîtes. bah non, bah là c'était des assiettes en polystyrène. Des Donc verres tout en ça, polystyrène. vous tournez qu'avec des produits à usage unique. Ouais, bah là-bas c'est que ça. Et du coup, en fait, à la fin on les voyait, et genre, du coup, au début on savait pas, tu vois, on s'est dit polystyrène, on n'a pas trop capté, donc tu prends 2-3 assiettes comme tu fais dans. Ouais, En fait, toutes les assiettes elles partent à la poubelle direct et tout, c'était horrible, ça m'a traumatisée. Puis je sais même pas dans quelle mesure ça se recycle, ça n'a rien. zéro, Que dalle. Le pétrole c'est 100% de gel. Oh là là. Ouais. Donc du coup, ça m'a un peu éveillée sur la question d'écologie. Donc en Australie, j'ai essayé de faire beaucoup plus attention. Et une fois rentrée en France, c'était devenu un peu très important pour moi. Et donc avec le confinement et avec le temps d'aller pouvoir aller sur les marchés, d'acheter des produits bio, là on a commencé vraiment avec mon mec à faire de la bonne bouffe et à bien manger. Et c'est aussi pour ça, je pense que j'ai grossi du coup. Parce qu'enfin, Mais pour des bonnes raisons, du coup. Mais du coup, ça me fait une transition hyper cool, parce que là, on parle d'écologie. Et comme en général, ma troisième question, c'est, après le rapport à toi, est-ce que justement, là, le monde extérieur, il est pas ouf en ce moment, socialement, écologiquement, c'est pas la meilleure vibe qu'on ait connue. Il y a quelques petites manifs qui traînent par-ci, par-là. Et est-ce que ça t'impacte, toi Bon, déjà, est-ce que ça t'impacte émotionnellement? Parce que bon, je pense que l'écologie, ça impacte... Là, on parle vraiment en quelques poignées d'années, là. Est-ce que ça t'impacte, je sais pas, par exemple, ça peut être sur ta consommation, bon là clairement, il y en a, je sais que ça les impacte sur le fait de faire des enfants ou pas, ou ça questionne, au-delà du fait que c'est pas, bon, c'est un acte qui est pas écologique, mais au-delà de ça, c'est qu'est-ce qu'on offre comme monde après à nos enfants, comment le monde, et après d'un point de vue même économique, où, bon là toi, ce que tu disais, apparemment t'es bien payé, ça te va cet emploi, mais est-ce que ça t'a fait réfléchir justement à un moment? Bah oui, c'est clairement pour ça que j'ai choisi. Il y en a qui quittent la ville parce que ça devient trop coûteux, parce que les loyers sont hors de prix. Enfin, il y a quand même quelque chose qui se passe économiquement. Il y a des choix à faire, parce que là, on vient de se prendre un peu plein d'inflation dans la gueule, Oui, en plus. en passant. Est-ce que le monde tel qu'il est fait aujourd'hui, qui est un peu violent économiquement, qui est un peu violent écologiquement, ça t'impacte toi en tant que personne, et est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place par rapport à ça? Bah, c'est vrai que j'ai toujours eu un peu des tendances à être extrêmement stressée, et encore plus dans les périodes justement de stress, donc d'examen ou de concours ou quoi. Et j'ai fait une espèce de mini-dépression pour mes 30 ans, où en fait j'ai remis toute ma vie en question en me disant mais qu'est-ce que je fous, moi je voulais continuer à voyager, j'étais pas sûre de vouloir passer ma vie avec un mec, avec le même mec toute ma vie. Je savais pas si je voudrais faire des enfants ou pas, effectivement aussi par rapport à ces trucs de l'écologie. Ouais, c'était assez hard à ce moment-là. Ouais, la grosse remise en question, Ouais. il y a tout qui va... Et, du coup, j'étais allée voir une psy, et c'est drôle, mais la meuf m'a reçue une première fois, je lui ai raconté toute ma vie. Elle avait l'air, ouais, bon, ça va. Et la deuxième fois que j'y suis, c'est quand même moi qui ai dit non, mais si, on va quand même faire un deuxième rendez-vous, madame, s'il vous plaît. Donc elle m'a dit ok, deuxième rendez-vous, et la meuf, elle m'a larguée. Elle m'a dit non, mais vous avez pas besoin d'un psy, madame, tout va très bien. C'est rarissime, j'avais jamais entendu ça. En général, ils insistent un peu. Vous allez très bien, en fait. C'est juste Donc, quoi, des questionnements t'arrêtes humains. ton caprice et tu Tu vas repars te bouger le et cul. tu reprends ta vie comme où elle en était. Et t'as l'impression que c'était juste comme diagnostic? Bah, oui, parce que dans le fond, en fait, je me pose énormément de questions et je suis toujours à dire...
Mais oui, on vit dans un monde injuste et c'est normal de se poser des questions. Alors après, peut-être que je pars un peu trop en mode drama, mais en soi, j'ai rien qui va... Enfin, c'est qu'elle m'a dit, elle fait, vous avez un mec qui a l'air décent. Vous avez, là, ça y est, vous venez d'avoir votre concours, vous allez avoir un salaire décent, vous avez plus la peur de l'emploi. Vous avez un entourage qui a l'air décent. Il n'y a rien dans ce que vous me racontez qui me semble poser vraiment souci. Du fait de toutes les questions que vous posez et la façon de vous exprimer, vous avez l'air d'être tout à fait normalement constitué. Il n'y a rien qui a fait, donc stop. Oui, mais après, avoir le schéma sociétal complet peut ne pas suffire à aller bien. Non, mais je pense qu'il y a des gens je sais pas. Moi, je suis pas totalement d'accord avec Xanoctic parce qu'il y a des gens qui ont femmes, enfants, argent, maison payée et tout ça, et ils pètent en plein vol et parce qu'il y a quelque chose qui cloche ou que leur ressenti fait qu'ils ne se sentent pas... Bah, je suis d'accord. Après, ça peut être dans le sens où ça peut être ton cas, mais il ne faut pas minimiser s'il y a un mal-être, en tout cas. Je sais pas si elle a voulu le faire en mode je lui fais un petit électrochoc ou genre limite un boost de confiance en elle. Genre elle se fait larguer par son psy parce qu'elle va trop bien. Ça ferait un très bon bouquin, par contre. Comment mon psy m'a largué parce que je n'avais pas de problème. Et mais dans le fond, je sais pas si ça a marché ou pas, mais bon, au final, ça y est, c'est reparti, ça va mieux. Toi, ça t'a fait du bien quand même cette réaction? Enfin, ça t'a permis de... Je sais pas si ça m'a fait du bien. C'est vrai que j'ai réalisé que ça n'allait pas si mal que ça au final. Oui, t'avais peut-être une petite descente. De chouiner un peu sur mon sort. Okay. C'était un peu le post-Covid où c'est vrai qu'à l'époque, je sortais vachement et par contre, ça, le Covid m'a fait vraiment... Enfin, j'ai plus trop envie d'aller dans des grosses soirées. Genre... Ça t'a fait changer de rythme de vie, ouais. En fait. Ok. Et du coup, pour le reste, est-ce que ça t'a permis de te questionner sur où t'en étais? Ça t'a permis de passer tes concours, du coup? Bah, j'avais déjà eu contrôleur à ce moment-là. Okay. J'ai quand même, du coup, j'ai bataillé. Ça a été un peu dur quand même, encore la période où je passais inspecteur, parce que c'était un gros stress. J'ai l'impression que si j'avais pas inspecteur à cette année-là, c'était mort. Parce que Antoine voulait changer de boulot, donc vu que j'allais sûrement devoir déménager, il attendait que j'ai le concours pour changer de boulot. Moi, j'avais quand même envie de faire un enfant. Et oui, donc tu as une envie d'enfant. Moi, j'ai quand même envie là, okay. c'est sûr. Ok. Je me suis longtemps posé la question. Non, mais attends, y a pas... je comprends très bien. Est-ce que avoir un enfant dans ce monde-là, est-ce que ça te fait un paradoxe, à la fois ton envie à toi profonde d'être mère, et d'autre part de ce monde-là? Je me dis... Enfin, en fait, souvent, je suis là à me morfondre sur le sort de l'humanité. Justement, c'est ce que la psy m'avait quand même dit, que j'avais trop tendance à me personnifier dans les gens, à m'imaginer ce que les gens ressentaient face à leur situation. Alors qu'en fait, elle me disait, peut-être que dans leur tête, c'est pas du tout comme ça. En fait, faut arrêter d'avoir pitié pour tout le monde. Genre, oui, une espèce d'extrême empathie. T'es pas Sœur Teresa. Et surtout que tu sais pas ce que la personne pense vraiment. Oui. Ce qui n'était pas faux. Oui, t'es dans la supposition. Et du coup... parfois c'est vrai que je vais un peu déprimer et parfois je vais dire mais en fait je m'en tape, si j'ai envie de faire un gosse je fais un gosse et je m'en fous. Moi de toute façon dans 40 ans je suis morte, dans 40 ou 50 ans je suis morte et la vie de mon gosse je m'en tape et voilà, que si lui merde. Oui, mais même si là on sait qu'on a moins de 3 ans là pour changer pour infléchir le changement de température, donc ça va impacter notre vie forcément. Est-ce que si à un moment, par exemple, ton enfant en âge où il est capable de comprendre et il pose des questions, est-ce que tu sauras lui dire je savais et je t'ai fait, et de lui expliquer aussi les bonnes raisons pour lesquelles tu l'as fait? Pour lui dire que le changement, dans tous les cas, il viendra aussi des enfants de sa génération, tout ça. Et donc, si on laisse que les gens qui s'en tapent, justement, faire des gosses, ça va pas aller mieux. Alors que si, justement, il y a des gens conscients qu'en font, peut-être qu'ils arriveront aussi à conscientiser les autres. Complètement. Parce que là, à l'heure actuelle, je veux dire, ceux qui continuent vraiment à faire... Oui, parce qu'il y a même les conflits armés, je ne sais pas si ça va continuer de s'étendre et tout. Et je me demandais, les gens qui font des enfants, justement, comment ils abordent ça. Parce qu'il y a quelque chose d'assez injuste, de par ce qui s'est passé par les générations précédentes, que nous, on est à faire ce choix d'un peu entre deux. C'est, pour certains, en tout cas, l'envie profonde d'avoir un enfant et en même temps cette inquiétude. Et ce monde-là, on l'a un peu hérité. C'est pas que notre génération, c'est plutôt celle d'avant. Oui, c'est plutôt d'avant. Et je disais, on paye un peu cher. Je pense qu'on est... Peut-être après, il y a eu des générations d'après-guerre qui se sont posées les questions. Mais là, je voyais tout à l'heure une information. Le taux de natalité, il n'a jamais été aussi bas depuis 1946. Oui. Sauf qu'en 1946, c'était dû au contexte de guerre, alors que là, on a un contexte qui est bien plus global. Mais toi, ça t'empêche pas du tout de... Non, je me suis vraiment posé la question à un moment, mais je crois que j'ai quand même... En fait, j'ai envie de... Je sais pas, j'ai envie de faire un gosse. Non, mais parce que j'ai l'impression, après, de stagner, tu vois. Je sais pas, je trouve que de faire un enfant, ça te permet de... D'avancer.
Bah, en tout cas, dans ton cas, oui, ça dans peut... ma, ça- dans ouais, ouais, mon- non, dans ouais, mon- carrément. Pour moi, en tout cas, ouais. Ça te rendrait hyper heureuse. Bah, ça me ferait plaisir d'avoir un petit piou avec mon piou. Un piou-piou avec ton piou-piou. Oui. Non, mais carrément, mais c'est juste, voilà, moi je me demande, j'ai discuté avec quelques copines qui ont un peu ce discours-là aussi, de faire des générations un peu plus... J'ai l'impression d'avoir rencontré la bonne personne. Et que Oui, voilà, je pense qu'il y a ça aussi où tu as envie de Ouais. passer une autre étape C'est sûr que par dans contre, l'amour. toute seule, si j'étais célibataire, j'aurais pas du tout... L'envie, elle est née du fait d'être avec la personne qui te correspond ou c'était quelque chose... Non, t'avais après, pris- c'est vrai, quand j'étais plus jeune, je m'étais dit, on se fait toujours son petit chemin de vie. Oui, Et bien je m'étais sûr. dit, à 31 ans, je ferai mon premier enfant. Bon, ce qui, du coup, n'est pas le cas, c'est loupé. C'est mort. C'est 32 raté. ans dans 2 semaines. Donc, Bah, à part si vraiment tu fais une C'est grossesse raté. express, je sais pas. c'est râpé. Mais après, je me suis dit, non, en fait, j'en veux pas. Et là, je me suis redit, en fait, Oui, en si j'en retombant veux. amoureuse, tout ça. Ok. Mais bon, pour l'instant, j'en ai pas, donc peut-être que je n'en aurai pas au final. Et... Ah ben non, mais après, t'as un peu de En temps fait, j'ai devant peur toi. d'avoir le regret à 50 ans de ne pas en avoir fait et de me dire, putain. Ah, c'est toujours le... Et j'ai l'impression que la plupart des personnes que j'ai autour de moi, que ce soit des oncles ou des tantes ou des amis à mes parents qu'on n'ont pas fait, ils ont quand même toujours un petit peu, tu sens la Tu penses qu'ils âpreté. regrettent ouais, ils n'ont pas réussi à remplir leur vie d'autre chose. Ouais. Parce que moi, je connais des gens, j'en connais pas énormément, je connais des gens qui n'ont pas fait. Après, ils ont peut-être pas... Aussi, il y en a qui ont 50 ans, plutôt 40, 50. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Après, j'en sais rien pour par la suite. Bon, après, c'est peut-être les gens que moi j'ai. Oui, non, puis il y a des gens, ils mettent autre Qui chose. sont Alors, des gens que- relativement aigris quand même de base. Parce que moi, longtemps, par contre, je pensais que les gens de 40, 50 ans qu'on n'avait pas eu, c'est parce qu'ils n'avaient pas pu. Oui. Ou qu'ils étaient pour l'époque dans le schéma du couple gay, parce que Oui. ça a été quasi impossible pour ces gens-là à une Oui. époque d'en faire. Et en fait, en discutant maintenant avec des gens, parce que vu que j'ai 32, donc les gens qui ont 10 ans de plus que moi, ça, on peut se parler. Non, je m'aperçois qu'il y a des gens, c'est voulu. Ils ont envie d'autre chose. Et il y a une dame qui disait un truc assez incroyable le jour, j'y avais jamais pensé. C'est une dame qui avait 54 ans, qui avait jamais voulu d'enfant. Et elle disait, ce qui est terrible, c'est que par contre, quand on n'a pas d'enfant, on attend de vous que vous ayez une vie extraordinaire qui viendrait Oui. contrebalancer. Et elle dit, moi j'ai une vie tout à fait ordinaire. Elle a eu plusieurs conjoints dans sa vie, tout ça, je sais plus ce qu'elle faisait. Mais elle dit, je vois pas pourquoi je devrais compenser quoi que ce soit. Elle n'a juste jamais eu envie d'en avoir. Et elle dit, j'ai une vie d'une banalité Non, mais en plus, je suis affligeante. mauvaise langue parce que la femme actuelle de mon père n'a pas d'enfant. Et il n'en a pas voulu et elle est pas du tout aigrie. Donc Oui, voilà. Je contrebalance. Non, sur et le puis je gomme. pense qu'en plus, notre schéma de tête change parce que longtemps, on nous a un peu fait croire, en tout cas en tant que femme, que c'était l'épanouissement maternel. Je pense que là, on est en train de nous dire qu'il y a autre chose et peut-être que notre conscientisation, elle change. C'est-à-dire, on se dit, on a cette opportunité d'en faire, mais si on n'en fait pas, en tout cas, on peut se définir par autre chose que Oui, par la oui, mère. non, mais c'est sûr. Donc peut-être qu'il y a des femmes qui ont été aigries à Mais moi, une j'ai époque pas parce de- qu'elles avaient l'impression de ne pas cocher ce truc j'en sais rien, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui... Et à contrario, il y a même un truc qui s'appelle le regret maternel sur Instagram et Oui. qui parle de ces femmes qui Mais ça me fait regrettaient. peur, mais en même temps, je sais pas, j'ai envie. Bah, de toute façon, Je peux dans pas tous les cas, expliquer. que t'en fasses un et il y a un regret ou que t'en fasses pas qu'il y a un regret, il y a que l'avenir qui te le dira. Bah oui. C'est que en faisant. Donc bon, je pense que... Et puis ce qu'elles disent aussi dans le regret maternel, c'est qu'elles regrettent d'être mères, mais elles aiment quand même leurs enfants. C'est juste qu'elles elles ne le referaient pas, mais elles ont quand même un attachement. Bah oui, oui. Voilà, après, c'est juste que ces enfants, ça fait beaucoup de bruit, quoi. C'est vrai. Dans le train, entre autres. Oui, et dans l'avion. Le jour, je me suis excusée pour mon chat et les gens n'avaient rien à foutre que mon chat miaule alors qu'ils étaient vraiment exaspérés Mon par chat l'enfant. est insupportable. Ah, les chats dans le train, c'est l'enfer. Il est ingérable. Ouais. Et à chaque fois, on est super mal. Et à chaque fois, tous les gens ils sont mais non, il est adorable. C'est trop Il est mignon, pas c'est du tout normal, ils ont- Adorable, non. mais j'ai honte à mort. C'est un monstre. Tu vois, donc moi, quand j'ai honte pour mon chat, je me dis, si j'ai un enfant... Mais je pense que j'aurais Et moins qui honte pour crie. un enfant que pour mon Ah chat. non, les gens, ils te foutent droit plus du regard avec un enfant qu'avec Oui, un mais chat. mon enfant, j'arriverais plus facilement à aller le foutre dans le aller me foutre dans le couloir avec lui. Je m'attendais pas, je sais pas ce que ça allait me dire. Alors que mon chat, c'est compliqué de le foutre dans le couloir. J'ai toujours peur qu'il s'enfuit. Bah, il est dans sa boîte. Ah, on peut pas le laisser dans sa boîte. Sinon, c'est un malade. Il hurle, il s'accroche comme ça, il est là. Et du coup, on est obligé de le sortir de sa boîte, donc on le tient en laisse et on le tient comme ça, serré contre nous en mode. Ah, il faut pas faire 9 heures de train, quoi. Ben, on fait 5 heures quand on va chez ma mère et c'est toujours extrêmement sportif. On peut pas lire, enfin, Oui. vraiment, je pense que c'est pire que d'avoir un gosse. Ah oui, donc C'est- t'as le démon, en fait, en chat, Oui. toi. Ok. C'est Belzébuth, quoi. Oui. Ok, non, mais c'est bien de le savoir. Bah, je prends pas le train en même temps que toi, du coup. Non, bah Nono l'a fait une fois, elle pourra t'en dire des nouvelles. Et donc, elle avait honte. Ouais, bah en plus, le chat s'est pissé dessus. Voilà, c'était la totale. Eh bien, cet épisode est fourni d'anecdotes. Je vais vraiment en reparler, vraiment, c'est chat qui se vit dessus. Et du coup, en conclusion de tout ça,
Donc de toute cette vie extrêmement dense, de fait d'Australie, de rupture, de prostituée en ligne et de concours dans l'inspection, dans la fonction publique. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'en tires, on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose... Je te dis, c'est pas vraiment mantra, le mot que je cherche, mais plus un truc de vie, un espèce de leitmotiv qui te permet d'avancer. Après, ce que tu disais de caractère, je trouve ça incroyable, ce que tu disais tout à l'heure, d'avoir jamais rien eu à foutre des autres. Bah c'est ça, moi je pense. Moi, c'est vraiment si c'est ça ton leitmotiv, moi je vais le prendre, ça me fait plaisir, parce que moi, j'ai pas été comme ça plus jeune. Est-ce que c'est un peu ça qui t'aide aujourd'hui à être toi-même? J'ai tout fait ce que je voulais faire en fait. Enfin, c'est vrai que là-dessus je suis assez contente parce que j'ai pas de regrets et genre dès que j'avais envie de faire quelque chose, je l'ai fait et du coup. Et ça t'a porté au-delà de la peur? En fait, il y a la peur. Parce que je suis quand même quelqu'un de super stressé et d'assez angoissé et ça m'a jamais bloquée. C'est même pas volontaire, mais je me force à aller toujours au-delà de ça. limites. Ouais, ok. Je fais toujours des trucs et à chaque fois que je suis au moment de le faire, genre par exemple la dernière fois c'était la semaine inter-école là où je me suis retrouvée à partir toute seule à Poitiers pour rencontrer des gens de toutes les autres administrations où personne connaissait, et quand j'en parlais à tous les autres de mon école, ils me disaient mais tu vas toute seule? Je disais bah oui. Après c'est Poitiers, t'es quand même allée en Nouvelle-Zélande donc non mais c'était juste le fait de passer une semaine avec des gens que tu connaissais pas. Bah, oui. Et en fait du coup déjà moi je m'étais pas posé la question un seul instant quand j'ai postulé pour le truc, à aucun moment je m'étais dit je vais me retrouver solo à Poitiers. Ouais, tu t'es pas dit c'est une dinguerie quoi. Et c'est donc en voyant la réaction des gens, je me suis dit mais quoi et du coup dans le train je me suis dit mais putain mais qu'est-ce que je me fais chier à aller à Poitiers alors que je pourrais être tranquille avec mes potes dans ma classe à Clermont, et au final j'ai passé une semaine extraordinaire et donc à chaque fois j'ai pas de regret de... Et t'as l'impression que globalement ces expériences là où non mais tu non t'es pas con du tout, au contraire ça te permet, je trouve ça incroyable. Moi il y a des tas de fois, je sais pas si j'ai renoncé à des trucs par peur, mais ça a pu me mettre dans des états de stress intense. Stress intense, mais bon du coup je prends un petit phytose, mon petit rescue fleur de bac là. Trop mignonne. Je me gave de plantes. Et puis j'y vais quand même. C'est comme une camée mais soft en fait. Ok. Non mais ce qui est incroyable c'est qu'en fait si on est honnête avec nous-mêmes, à chaque fois qu'on va stresser dans une épreuve quelle qu'elle soit, l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on a stressé les fois d'avant, on s'en est toujours sorti et il n'y a pas eu mort d'homme. Et souvent ça reste moi j'ai pas de mauvais souvenirs de moments où je suis sortie de ma zone de confort en fait. Non t'as raison. Bah t'as toujours ce moment où ça te perturbe. Ah oui, non, mais j'ai des moments d'angoisse. La veille d'avant de partir en Nouvelle-Zélande, j'étais là, mais en fait, je fais n'importe quoi. Une fois de plus, je fais n'importe quoi avec ma vie. Je fais que de la merde. Mais alors qu'en fait, au final, j'ai fait beaucoup de conneries là-bas. Mais comme être blacklisté de toutes les boîtes de vie. Par exemple. Ouais. Ouais, mais voilà. Et aujourd'hui, tu parles anglais, du coup? Yes, I do. Oh, wow, c'était impressionnant. Même moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok, donc on va dire que le leitmotiv de vie, ça serait, il faut faire ce dont on a envie. Et prendre de l'ophyto si ça va pas. Oui. C'est ça. Ben écoute, merci beaucoup. C'était trop cool. Rien. Merci pour ces 50 minutes alors qu'on se connaît à peine. Oui. Et ben ça sera je sais pas quel épisode du podcast, je le noterai en ligne. Merci. Au revoir. Merci à vous d'avoir écouté un épisode de À nos 30 ans, le podcast qui témoigne d'un âge de l'entre-deux assumé et raconté par les trentenaires eux-mêmes. À bientôt.